sociale, une adresse email, une adresse téléphonique, une adresse postale, une adresse géographique. Alors, Guy, on va revenir dans quelques instants sur cette différence entre postal et géographique. Je sais que tu y tiens beaucoup et c'est important qu'on le précise à notre auditoire aujourd'hui. L'importance aussi, bien sûr, par rapport à cette adresse, de sa fiabilité et de sa pérennité. Une adresse réseau social, ce n'est pas forcément fiable, ce n'est pas forcément périn, ce n'est pas forcément descriptif d'un individu. L'email, ça l'est un peu plus, mais il est multiple, il est volatile, tout comme le téléphone, beaucoup plus qu'une adresse physique, une adresse postale, donc une adresse géographique. Cette adresse, d'ailleurs, qui nous sert également à garantir l'unicité dans une base de données. Et on sait, on en a parlé dans les précédents webinars, et on y reviendra d'ailleurs dans le prochain, sur cette connaissance client qui va nous permettre de rentrer dans du marketing prédictif, du data marketing, grâce à une unité qui nous permet d'avoir une vision 300, enfin une unicité d'une part, qui nous permet d'avoir une vision 360 degrés du client. Et puis il y a des aspects législatifs également qui rendent cette adresse géographique et postale déterminante. C'est parce qu'on est obligé, de par la CNIL, d'avoir des relations avec ses clients, à leur demande ou non, mais on est obligé de les identifier correctement et est obligé donc de mettre à jour ces coordonnées pour pouvoir bien correspondre avec lui. Alors, cette distinction postale géographique, Guy, je vais te laisser un petit peu la parole pour nous préciser des aspects historiques et des aspects un petit peu plus actuels sur cette double notion postale et géographique. Historiquement, en fait, la poste, ou la norme postale plus exactement, imposait un distinguo entre l'adresse d'une société sédexée. Donc, en fait, à partir du moment où une entreprise reçoit trop de courriers pour qu'ils soient distribués par le facteur, la Poste propose un contrat CEDEX. Et du coup, c'est soit le bureau CEDEX qui vient livrer le courrier à partir par camionnette, soit c'est l'entreprise qui se déplace et qui va chercher son courrier au niveau du bureau CEDEX. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, et donc, il y avait un distinguo qui était fait entre cette adresse qui ne contenait que des informations, enfin, pas forcément d'informations qui permettaient de se rendre physiquement au lieu, aide-moi, je rame un peu, au lieu de l'entreprise. Typiquement, ça, c'est pour les livreurs qui font de la vente par correspondance, enfin, pour les gens qui assurent cette livraison. Le démarrage est un peu différent. Voilà, et ils ne peuvent pas se rendre sur place. Et l'adresse géographique qui contient un numéro, un type, un libellé de voix, un code postal et une commune, qui est l'adresse connue du grand public. Donc historiquement, la norme postale imposait de faire un distinguo entre ces deux types d'informations. Actuellement depuis plusieurs années d'ailleurs, la norme postale a évolué et on assiste à un mariage de ces deux types d'informations, et il est courant de trouver désormais dans une adresse d'entreprise à la fois le numéro, le type et le libellé de la voie, éventuellement la boîte postale, le nom de la commune dans laquelle réside l'entreprise et le fameux code CEDEX et le nom du bureau CEDEX. Alors on peut ajouter également que la notion de géographique prend une toute autre ampleur aujourd'hui avec l'événement des GPS, puisqu'on a l'habitude de taper régulièrement sur le net ou sur son smartphone des adresses dans un GPS, et là on ne saisit qu'une voie, donc on ne saisit qu'une adresse au sens cartographique du terme, la cartographie étant bien évidemment au cœur de nos préoccupations, mais aussi au cœur de nos smartphones. Alors voilà pour cette distinction géographique et postale, et on va maintenant vous demander au travers un autre petit sondage. Donc là je fais, voilà, je vous remets, tout le monde voit le sondage ici, voilà, nouveau sondage. Alors, quels sont les traitements que vous pouvez effectuer sur vos adresses? Aucun traitement. Faire du géocodage avec de l'irisation, on va revenir sur ces différents aspects. De la géolocalisation, on fournit les coordonnées XY, du dédoublonnage, de la normalisation postale ou de la RNVP. Voilà. Du traitement de déménager. Alors on a distingué ici le particulier et l'entreprise. Ou encore, et ça c'est plus spécifique, mais ça concerne certains, du zonage de quartier. Bonjour à Sophie qui nous rejoint. Et à Alain qui nous a rejoint.
Bon, Sophie, tu es un peu en retard quand même, hein. Voilà. Alors, pas mal de gens font aujourd'hui de la normalisation postale. C'est ce qui l'emporte. Un peu de dédoublonnage. Personne ne traite ses déménagés. Le vote est concernant les traitements, vous pouvez indiquer plusieurs traitements. Si ça fonctionne comme ça devrait fonctionner. Je vous laisse encore quelques instants. Voilà, normalisation. On ne peut pas indiquer plusieurs types de traitements. Alors pourtant, ça a été coché, mais je pense qu'on a perdu la coche. Bon, on reverra ça. La plateforme, manifestement, semble perdre le choix lorsqu'on ferme et qu'on réouvre, il faut recocher. Ok, bon, bah, écoutez, désolé. Alors, est-ce que le son est à notre maximum ici? Pourquoi est-ce que... Non, c'est un échange entre Adeline et Alain. Ok, très bien. Alors, on continue. Alors, si j'arrive à positionner, voilà, correctement. Alors, la normalisation postale, mais avec ce seul choix, l'a emporté. Bon. Donc, on va commencer par la normalisation postale, Guy, et on va parler de cette norme à fleur qui conditionne un petit peu ce traitement de normalisation postale. Qu'on a attendu pendant des années et qui enfin est là depuis 2013 et qui décrit précisément le contenu d'une adresse postale, si tu veux bien. Voilà. Donc certains reconnaîtront le contenu du slide. Donc on distingue deux types d'adresses, une adresse de particulier, une adresse d'entreprise ou de société. Donc dans les deux cas, les informations sont positionnées du particulier, le destinataire, au général le code postal et la commune. Et donc sur la première ligne, on va trouver des informations qui vont permettre d'identifier le destinataire. Donc dans le cas d'un particulier, une qualité, monsieur, madame, mademoiselle, un nom, un prénom, ou un prénom, un nom, peu importe l'ordre. La deuxième ligne va contenir des informations qui vont permettre, dans un habitat collectif, d'accéder au logement, mais au sein du bâtiment. Donc on va trouver des informations telles que le numéro d'appartement, l'escalier, le couloir, l'étage. La troisième ligne va permettre d'accéder au logement, mais en étant à l'extérieur, donc des notions d'entrée, de bâtiment, de résidence. La quatrième ligne va être composée, lorsque la voie est numérotée, du numéro dans la voie, d'une éventuelle extension bis, ter, quater, du type et du libellé de la voie. La ligne 5 sera valorisée lorsque le destinataire habite dans un lieu-dit. Et enfin, la ligne 6 est composée du code postal et de la commune. Alors on peut préciser ici, Guy, qu'il s'agit d'une présentation sur l'enveloppe, mais qu'en base de données, bien évidemment, les lignes ne seront pas forcément identifiées de la même façon et stockées de la même façon. Oui, c'est-à-dire que la voie sera toujours située dans la voie et qu'elle sera à un niveau qui sera parfaitement identifié, alors qu'ici, le volet peut remonter en fonction du tassement de l'adresse. Ah pardon, ça y est, je viens de comprendre. Mais en fait, ce que Thierry veut dire, c'est que lorsqu'on imprime une adresse, on n'imprime pas les lignes blanches. Donc là, effectivement, les signes étant valorisés, ça n'apparaît pas. Ce que je tenais à préciser, c'est que c'était donner quelques informations chiffrées. Il existe un peu plus de 36 000 communes en France pour un peu plus de 6 000 codes postaux. Donc un code postal ne permet pas forcément... Et certaines communes sont desservies par plusieurs codes postaux. Donc un code postal ne permet pas forcément d'identifier la commune, puisque 6 000 d'un côté, 36 000 de l'autre, on peut s'attendre à ce qu'un code postal desserve en moyenne 6 communes, et comme des communes peuvent être desservies par plusieurs codes postaux, la commune ne donne pas forcément le code postal. Il est nécessaire parfois de descendre, c'est la voie qui va permettre de déterminer le code postal, voire même le numéro dans la voie, puisque certaines voies peuvent être desservies par plusieurs codes postaux. Alors, l'adresse maintenant d'entreprise qui est un tout petit peu différente, puisqu'on peut avoir notamment deux lignes de destinataire. Alors, on va retrouver les mêmes notions, mais qui s'appliquent au monde de l'entreprise. Donc, la première ligne va contenir la raison sociale ou l'enseigne, ou la dénomination commerciale de l'entreprise. La deuxième ligne va contenir en règle générale l'identité du contact. On écrit rarement une entreprise, on écrit une personne au sein d'une entreprise.
Éventuellement des mentions de subdivision de l'entreprise, telles que des services et directions. La ligne 3 va permettre d'accéder à l'entreprise ou au bâtiment, mais en étant à l'extérieur, donc des notions de zone industrielle, de tours, de bâtiments. La ligne 4, là, est commune aux deux types d'adresses, donc le numéro, l'éventuelle extension, le type et le libellé de la voie. C'est les informations postales dont on parlait tout à l'heure avec le boîte postale, par exemple. C'est absolument, donc les mentions de distribution spéciale, donc boîte postale, TSA, et la boîte postale, effectivement, qui a encore une subtilité par rapport au code SEDEX. Le nom de la commune qui va suivre la boîte postale lorsque l'entreprise ne réside pas, enfin, on va voir comment on va continuer. La ligne 6, le code SEDEX, le nom du bureau SEDEX et non pas de la commune. Et lorsque l'entreprise ne réside pas dans la commune qui héberge le bureau SEDEX, on voit apparaître en ligne 5 le nom de la commune. Alors c'est pour ça que quand on parlait tout à l'heure des difficultés de livraison de ceux qui font de la vente à distance ou la vente par correspondance dans le monde de l'entreprise, on ne peut pas leur donner par exemple boîte postale 18 33 506 Les Bornes CEDEX parce que cette adresse était impossible à trouver pour un livreur. Mais ça suffit à la poste pour distribuer le courrier. Voilà. Alors en synthèse, les règles d'or de la norme AFNOR. Donc des informations ordonnées et structurées. 6 lignes d'adresse maximum, on intègre une 7e pour l'international, donc qui va contenir le libellé du pays. 38 caractères maximum par ligne. Pas de signe de ponctuation, pas d'italique, pas de souligné. On a oublié de préciser un caractère, un espace entre chaque mot. Les 3 dernières lignes sont toujours en majuscules. On va faire plaisir à nos amis du SNA, la totalité des lignes adresses est en majuscules. Et enfin, l'adresse, c'est du texte. Donc ça s'écrit de gauche à droite, donc les éléments sont cadrés à gauche. Alors même la ligne de destination du destinataire, c'est majuscule obligatoire ou on peut mettre Jean-Pierre par exemple avec un tiret et en minuscule? Alors ça dépend, si on sait que le lecteur optique ne va pas remonter jusque-là, on peut. Et si on ne sait pas, on ne peut pas. Très bien. Voilà. Alors, pour faire cette norme postale, Guy, on s'appuie sur un certain nombre de référentiels qui sont édités par le Service national de l'adresse. De la Poste. De la Poste. Et on commence donc par Exapost. On commence par Exapost, qui est le référentiel qui référence l'ensemble des codes postaux et des codes SEDEX de France. Donc 6000, un peu plus de 6000 codes postaux, 36 000 communes. On bénéficie également de la présence d'un peu plus de 1000 maintenant, voire même 3000 anciennes communes, donc qui sont désormais positionnées sur l'avant-dernière ligne de l'adresse, et d'un peu plus de 21 000 codes SEDEX. Ce référentiel fait l'objet d'une mise à jour mensuelle, et les données sont mises à jour par les centres opérationnels de l'adresse, donc rattachés au service national de l'adresse. Alors j'en profite, on a une question là de Stéphanie qui nous demande, le service est dans son SGBD, de ce que je comprends, mis en ligne 3 et pas en ligne 2. Est-ce un problème? C'est-à-dire, vous avez combien de lignes, Stéphanie, au total, dans la base de données? On va laisser à Stéphanie le temps de répondre, on va passer au référentiel suivant si tu veux bien. Exavia. Suspense, bien vu. Donc Exavia, le référentiel des voies. Donc à chaque fois on va progresser, donc puisqu'Exapost permettait de... On va y venir. On va y venir au problème des communes nouvelles. Je vais finir de présenter les référentiels et j'aborderai plus particulièrement cet aspect commune nouvelle. Donc le Exapost permet de contrôler et de valider les lignes 5 et 6 de l'adresse. Exavia va permettre de s'intéresser à la ligne 4 et donc aux voies. Donc ce référentiel contient un peu plus de 2 millions de voies qui font référentiel qui fait l'objet d'une mise à jour mensuelle et qui contient également, en plus de ces 2 millions de voies, à peu 7000 anciennes appellations, c'est-à-dire que le système intègre les changements de nom de voie. Et donc si on a à traiter une adresse qui contient l'ancienne appellation de la voie, on va avoir la capacité de restituer la nouvelle dénomination. Exactly. Exactly va permettre de... Alors on reste au niveau de la ligne 4, mais là on va aller contrôler et valider le numéro dans la voie. Donc on a un peu plus de 19 millions de numéros dans la voie, et ça permet d'avoir une perception très fine du contrôle de l'adresse. Si dans une commune de plus de 5000 habitants, on n'a pas le numéro dans la voie, on sait qu'on ne peut pas le valider,
on sait que le courrier ne sera pas distribué. Rattaché à ce numéro, la Poste a mis en place un invariant géographique ou un code étendu de l'adresse. L'idée étant que à la création, ce code est créé et perdure dans le temps, que la voie change de nom ou que même la commune fusionne ou se scinde en deux. On conserve un identifiant qui permet de suivre ainsi les évolutions et de garantir qu'à partir de cet identifiant, on pourra restituer une adresse complète, enfin complète. Les 3 ou 4 dernières lignes de l'adresse qui sont toujours en phase avec le contenu des référentiels. Alors, tout comme les autres référentiels, celui-ci est aussi mis à jour en mise à jour continu. mensuelle, voilà, et par les opérateurs du SNA. Exaligne 3. C'est le petit dernier dans la création des référentiels. Donc l'idée, c'est la Poste avait fait le constat qu'une grosse majorité du courrier non distribué l'était par manque d'information dans l'adresse, et principalement dans le cas où un numéro dans la voie, il existait plusieurs bâtiments ou plusieurs batteries de boîtes aux lettres pour simplifier. Et donc ce référentiel permet de dire que si on n'a pas une information du type bâtiment A, bâtiment B, bâtiment C pour ce numéro dans la voie, le courrier ne sera pas distribué et reviendra en NPAI. Donc on a pratiquement 700 000 compléments de distribution. Donc là, on va aller s'assurer que pour le numéro dans la voie, on a bien un des compléments de distribution référencés dans Exaligne 3. De même, mise à jour mensuelle et assurée par les centres opérationnels de l'adresse. On revient donc à l'entreprise avec Cedexa. On revient à l'entreprise, donc c'est le référentiel qui va contenir l'ensemble des entreprises bénéficiant d'un contrat CEDEX auprès de la Poste. Donc là, à la différence des autres référentiels, on va disposer des 6 lignes de l'adresse, donc y compris de la raison sociale. Et donc ça va permettre, lors d'une phase de normalisation d'adresse, de venir éventuellement enrichir une adresse qui ne serait que purement postale d'informations géographiques, ou venir compléter une adresse géographique de données postales, donc d'ajouter par exemple la boîte postale ou de passer d'un code postal et d'une commune au code CEDEX et au bureau CEDEX. Rudis National pour compléter. Rudis, merci Thierry. Pour compléter Exavia au niveau des bornes pour les voies qui sont desservies par plusieurs codes postaux. Alors, on va répondre à la question de Jean-Marc. Je vais répondre à la question de Jean-Marc. Il y a eu, alors attendez, ce que j'avais les chiffres. Il y a eu un peu plus de 1000 créations de communes. Voilà, 1090 communes, pardon, ce n'est pas 1000 créations de communes, c'est 1090 communes se sont regroupées en 317 communes, nouvelles communes. Donc progressivement, la Poste les intègre au sein d'Exapost et dans les référentiels de niveau supérieur. Aujourd'hui, de mémoire, il reste 4 nouvelles communes à intégrer au mois de mars. Donc il devrait l'être, je l'espère, dans la version d'avril. Et la Poste fournit au niveau d'Exapost le moyen de passer de l'ancienne commune à la nouvelle, en créant l'ancienne commune en tant que lieu-dit de la nouvelle commune. Donc on a les logiciels de normalisation d'adresse postale ont ainsi l'information qui permet de passer de l'ancienne rédaction de l'adresse à la nouvelle, de l'ancienne commune à la nouvelle. Alors Jean-Marc nous demande si c'est dans les fichiers de février. Dans les fichiers de février, il y en avait très peu. Il n'y avait que 4 nouvelles communes pour une dizaine de suppressions de communes. Je confirme absolument. Merci Alain. Merci Alain. Il y a eu un gros effort de fait sur la version de mars et il reste il va en rester 4, dont Cherbourg, sur la partie en avril. Après, si Alain peut nous préciser la date de mise à disposition, alors en avant-première, ça sera bien. Alain est au SNA, hein, donc il est au cœur même de la fabrication de ces référentiels. Bon, voilà, donc vous voyez, on est rentré dans des détails un petit peu techniques ici, mais c'est parce que ces éléments sont essentiels dans la bonne qualité finalement du traitement qu'on va faire de cette adresse qui nous permet d'identifier un consommateur, un client. Alors, nous avons d'autres guides, d'autres référentiels, notamment pour le géocodage et la géolocalisation. Alors, on entend par géolocalisation, en fait, la capacité à mettre à disposition, à enrichir une adresse postale de coordonnées
donc soit longitude, latitude, donc de type GPS, soit XY. C'est un autre mode de transposition et donc de type Lambert 2 étendu. Donc le géocodage, Le géocodage, c'est la capacité à enrichir une adresse postale d'un code, donc qui est principalement le code IRIS, mais on vient de réaliser dernièrement pour une grande compagnie d'assurance, pour le numéro 1 européen d'ailleurs je crois, au moins, voire mondial me semble-t-il, la capacité à enrichir une adresse de n'importe quelle codification à partir du moment où cette codification nous est transmise où on a la capacité à intégrer dans un référentiel géographique la codification, le découpage en zones, donc que ce soit un iris pour l'INSEE. Donc l'iris, c'est un regroupement de 2000, enfin la France a été découpée en quartiers, en îlots, on va dire, de 2000 habitants de façon homogène, selon des statistiques INSEE, enfin ceux qui sont issus du recensement INSEE et des études de la Direction générale des impôts. Alors ces iris, ils varient bien évidemment dans le temps en fonction des évolutions des statistiques INSEE, des enquêtes INSEE et des données de la Direction générale des impôts. Et ils permettent en fait d'associer à des quartiers des habitudes de consommation, des CSP, donc tout ce qui est lié à l'environnement, taux de chômage, etc., tout ce qui est lié à l'urbanité de ce quartier. Et on va donc pouvoir, grâce à une adresse, sur laquelle on n'aurait pas beaucoup d'informations pour un client ou un prospect, par exemple, lui associer des données qui seraient liées à son quartier et qui permettent de le qualifier un petit peu mieux. Donc vous voyez qu'au travers de l'adresse, on va avoir des traitements différenciés qui vont nous permettre d'enrichir la connaissance de notre client, de notre consommateur, de notre prospect, de savoir un petit peu mieux qui il est, parce qu'on va le géolocaliser précisément, parce qu'on va pouvoir le rendre plus unique, parce qu'on va pouvoir le positionner quelque part et donc lui adresser une meilleure offre à un meilleur moment. Donc ça, c'est pour ces aspects un petit peu moins techniques et plus marketing. Et puis on a un dernier référentiel. Comment remonter? Je regarde. Je suis en train d'y répondre. D'accord, ok. Tu veux répondre oralement sur cette question pour qu'on y est? Ça, j'aurais mieux fait parce que j'ai fait une faute de frappe. Donc en fait, il existe, le SNA a mis à disposition de ses utilisateurs un SAV, donc un service après-vente. Je ne connais pas par cœur l'adresse mail, mais on pourra la communiquer, qui permet d'indiquer les anomalies ou les manquements ou les absences Sophie d'informations. nous vient en secours. Sophie vient à notre secours. Oui, je pense que... Donc en fait, il existe un service au SNA qui prend en compte les anomalies et qui les intègre le plus rapidement possible dans les... Voilà. Merci Sophie. Alors, toujours pour compléter ce qu'on peut faire par rapport à l'adresse, on a la notion de quartier prioritaire qui est un regroupement, une fusion des précédentes zones qui s'appelait... Le quartier prioritaire, en fait, va matérialiser la politique de la ville du gouvernement, quel qu'il soit. Donc on a connu pendant des années X types de découpage qui aujourd'hui ont été regroupés dans la notion de quartier prioritaire. Il existe à peu près 1300 quartiers, un peu moins de 1400 quartiers prioritaires, principalement dans les communes de plus de 10 000 habitants. Donc ça permet d'identifier les quartiers prioritaires, les quartiers sensibles. Alors, il y avait des quartiers sensibles, des quartiers qui sont aidés financièrement parlant, etc. Donc pour des assureurs ou pour des implantations de structures, de sociétés notamment, sont des informations importantes. Alors, quels sont les algorithmes aujourd'hui? Comment est-ce qu'on fabrique une RNVP? D'ailleurs, on n'a pas, tu l'as dit tout à l'heure, mais on va peut-être le repréciser, les termes RNVP. Donc, le R, c'est pour restructuration. Donc, la restructuration, c'est l'aspect ça consiste à identifier les différents composants, à repositionner sur la bonne ligne adresse les différents constituants de l'adresse. Donc, à positionner, par exemple, sur l'avant-dernière ligne de l'adresse, la boîte postale, la mettre en ligne 4, la voie, le destinataire est sur la première ligne adresse. Alors ça peut répondre éventuellement à une des problématiques de Sophie qui disait je suis peut-être pas en bonne ligne, etc. La restructuration permettrait effectivement de déplacer le service de la ligne 3 à la ligne 2. Mais la problématique de mémoire de Stéphanie, oui, c'était qu'elle Stéphanie le demandait si c'était grave. Ça
Ça peut être gênant dans certains cas, effectivement. Normalisation. Donc par normalisation, on va aller, ça veut dire qu'on va substituer au libellé qui était présent dans l'adresse traitée, celui qui provient des référentiels de la poste, de façon à ce que la même voie porte toujours la même dénomination. C'est le respect aussi des abréviations. C'est le respect des abréviations ou du contenu de la norme également, effectivement. Validation, on va s'attacher à s'assurer que le code postal est bien affecté à la bonne commune, que la commune est bien desservie par le code postal qui est fourni et qu'il y a bien une bonne adéquation, je vais y arriver, entre le code postal commune et que la voie est bien rattachée à la bonne commune. Voilà, et le P pour postal. Le P pour validation postale, en fait. Alors dans les algorithmes, Guy, on a un certain nombre de choses parce qu'on se compare, on compare l'adresse en entrée, on la compare à des référentiels et il faut matcher, il faut rapprocher, et pour ça on utilise donc des algorithmes qui doivent tenir compte d'un certain nombre de dysfonctionnements qu'on peut trouver dans les... Alors dysfonctionnement ou différence dans la façon de rédiger une adresse. Donc évidemment la problématique des minuscules, majuscules. Après les fautes de frappe, donc des notions de dyslexie, d'absence de lettres ou de doublement de lettres. La problématique des abréviations, effectivement aussi, puisque c'est pas quelque chose de naturel d'abréger un mot, ou plus exactement, chacun va avoir sa propre sensibilité. Donc Avenu va pouvoir être abrégé AV, AVE, Aven un peu plus rarement, mais pourquoi pas. Les abréviations polysémiques, oui, le sigle STE va être et doit être perçu différemment en fonction de l'endroit où on va l'identifier dans l'adresse. S'il est identifié dans la dernière ligne de l'adresse, on va plutôt considérer qu'il s'agit d'une abréviation de sainte, et si c'est dans la première ligne, on va considérer que c'est l'abréviation de société. Donc il y a également une dimension contextuelle, merci Thierry, dans le traitement de l'information. Et également les aspects mauvaise coupure ou copier ou coller-décoller, pardon, Lafayette que l'on trouve aussi bien écrit en un mot qu'en deux mots, bonne orthographe étant en un seul mot. Des aspects de phonétique, là on va être plus dans les techniques mises en œuvre pour arriver à retrouver l'information. Donc la phonétisation ou la phonétique est un des éléments qui va permettre de faire abstraction d'un certain nombre de fautes d'orthographe. Alors, donc si on résume, il y a d'un côté les référentiels qui nous permettent de garantir cette RNVP et puis un algorithme qui va analyser l'adresse et qui va donc se rapprocher des référentiels pour en garantir la bonne forme ou qui va même suggérer des suggestions dans le cadre d'ambiguïté ou ce genre de choses. On le verra tout à l'heure dans la démonstration. Ce qu'on peut dire, c'est que ces algorithmes aujourd'hui, Guy, que ce soit chez Amabis ou de par ton expertise personnelle, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'on y travaille. C'est en perpétuelle évolution. L'imagination des personnes qui saisissent les adresses va toujours au-delà de celle de ceux qui cherchent à résoudre ces problèmes-là. Donc, je pense qu'on n'aura jamais terminé notre travail. Voilà. Et pour ça, pour valider le travail justement fourni depuis ces décennies, eh bien, il y a une homologation du service national de l'adresse, des outils qui permettent cette RNVP. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la méthode? En plus, on a les gens nos collègues, enfin nos partenaires du SNA qui sont dans la salle, là, ici. Donc, le SNA qui organise... Le SNA a mis en place depuis de nombreuses années, depuis 2001, un processus d'homologation des logiciels de normalisation d'adresse postale en mode batch, on va pas se fâcher, qui s'appuie sur en fait le traitement d'un fichier étalon en aveugle. Donc en fait les éditeurs de logiciels ne connaissent pas le contenu de ce fichier et donc effectivement donc chaque logiciel traite le fichier, le SNA l'examine et l'homologation est attribuée par une commission qui est composée du SNA, de notre syndicat professionnel, donc le SNCD, et de la FEVAD. Et cette homologation est valide 2 ans, donc tous les 2 ans on repasse Voilà, donc en gros, cet examen. Il y a un jeu d'essai, et dans le jeu d'essai, on a un pourcentage d'erreur toléré. Au-delà de ce pourcentage, on échoue, en deçà, ça va même plus loin. Je pense que le fichier contient des adresses qui sont initialement correctes, des adresses qu'il convient de corriger,
et des adresses qu'il convient de ne pas, surtout pas corriger. Tous les cas de figure sont tous les possibles. cas de figure sont présents. Oui. Alors vous l'avez compris, en plus on va le montrer dans certains, on va l'illustrer dans certains cas pratiques. Ça peut être vraiment très compliqué de redresser une adresse. Les solutions AMABIS sont bien évidemment homologuées par le SMA. Alors justement, quelques cas pratiques, Guy, pour nous montrer cette complexité avec, on a pris 5 cas ici pour illustrer le sujet. Donc tout à l'heure, on vous a expliqué qu'il y avait 6 000 codes postaux pour 36 000 communes. Donc là, Dijon, on est dans un cas simple. Pour cette ligne d'adresse-là, on a un code postal qui dessert une commune et la commune est desservie que par un seul code postal. Le code postal ne dessert que cette commune-là. Pour vous montrer un petit peu, il existe la rue Sainte-Anne, il existe la rue de la Fontaine Sainte-Anne. Donc si on n'est pas assez précis, on a des ambiguïtés possibles. Et sur la base de rue Fontaine, en fait, il existe plusieurs rues Fontaine. La rue de la Fontaine Bellinoise, la rue de la Fontaine Sainte-Anne et la rue de Fontaine-les-Dijon, qui initialement s'appelait la rue de Fontaine. Alors ça c'est un cas, on a un deuxième où là, pour un code postal, il y a 2 communes de desservies. 2 communes de desservies et on s'aperçoit en regardant la colonne de gauche que 2 communes différentes desservies par le même code postal peuvent avoir des voies similaires de même nom. Un peu plus éloigné en termes de nom, enfin, on peut avoir le même libellé dans 2 communes différentes avec juste le type de voie qui diffère. Donc on peut avoir une route à Bages-la-Ville et ce sera un lotissement à Bages-le-Châtel. Ceci pour vous sensibiliser au fait que, excuse-moi je t'ai interrompu, que c'est pas évident et la problématique va être d'arriver à rapprocher une adresse qui ne sera pas correctement écrite en entrée du contenu du référentiel. Parce que parfois, lorsqu'on ne met pas le libellé de la commune, on met juste le code postal, grâce à la voie, on peut rapprocher. Dans ce cas-là, ici, on aurait cette ambiguïté sur la commune parce qu'on ne pourrait pas choisir entre l'une des deux. Troisième cas, une commune, un lieu-dit, 2 codes postaux. Donc là, on est dans le cas on est à Antibes et Jouan-les-Pins. Jouan-les-Pins est un lieu-dit d'Antibes. Et cette commune présente la particularité que Jouan-les-Pins dispose de son code postal et le reste de la commune, donc le reste d'Antibes, est desservi à partir d'un autre code postal. Et pour que ce soit plus amusant, on a évidemment des voies qui sont à cheval sur Antibes et Jouan-les-Pins, enfin qui commencent sur Antibes et qui se terminent sur Jouan-les-Pins. Donc là, c'est le cas dont je vous parlais précédemment, tout à l'heure, où ce n'est pas la commune qui va permettre de déterminer le code postal, c'est même pas la voie, c'est le numéro dans la voie qui va permettre de savoir si on est à Antibes ou si on est dans le lieu-dit de Jouan-les-Pins. Alors je remarque une nouvelle question, c'est la nuance entre le lieu-dit et la commune fusionnée. Il n'y en a pas. Enfin, en fait, il va y avoir plusieurs types de lieux-dits. Vous avez des lieux-dits qui correspondent à une ancienne commune. Donc c'est ce à quoi nous sommes confrontés dans le cadre de suite à une fusion. Donc les différentes communes qui fusionnent. Donc on entend par fusion 2 communes qui avaient chacun leur vie propre et qui fusionnent pour en donner une nouvelle. Donc on va bien avoir le territoire de la nouvelle commune va bien être la somme du territoire des 2 anciennes communes. Et donc chaque ancienne commune va être créée en ligne 5 et donc sous forme de lieu-dit. Le fichier Exapost, lorsque le lieu-dit correspond à une ancienne commune, contient le code INSEE de l'ancienne commune. Donc j'espère avoir répondu à Jean-Marc. Il va nous dire, il va nous indiquer. J'avais pas fini sur la colonne de droite, Thierry, s'il te plaît. J'y reviens. Juste pour montrer que parfois la différence entre les libellés de voie sont vraiment très, très minimes, puisqu'il y a des notions de chemin de Valoris et de vieux chemin de Valoris. Donc si jamais si vieux est absent ou si vieux est mal orthographié, on va avoir du mal à identifier le vieux chemin à différencier le vieux chemin du chemin de Valoris. Voilà, c'est effectivement une précision importante sur ce cas précis. Alors on avait vu le cas précédent dans lequel c'est à cheval sur les 2 communes, la voie est à cheval sur les 2 communes avec donc le numéro qui va nous permettre éventuellement de placer ou de redresser ou pas. Et ici, une orthographe très proche qui se distingue uniquement par le vieux.
Alors 4, des voies synonymes, voire avec une ancienne appellation. Donc là, c'est le cas qu'on a évoqué rapidement précédemment. Exavia permet de passer donc de l'ancienne appellation de la rue Copernic, qui aujourd'hui s'appelle le chemin du Vieux-Calvaire. Donc les logiciels de normalisation d'adresse postale ont cette capacité, parce que l'information est disponible dans le référentiel, de passer d'une ancienne appellation à une nouvelle appellation. Le but de l'exercice étant, évidemment, il ne faut pas que la commune crée une voie qui reprend une ancienne appellation. C'est ta souris? Non, ma souris est... Adeline, c'est ta souris qui est sur le... Non, c'était la mienne. Tout à l'heure, nous parlions d'Exaligne 3. Donc voilà une illustration d'Exaligne 3. En fait, le 798 de la route de Genève comprend 3 bâtiments. Et la Poste, pour distribuer le courrier, a besoin de savoir si le destinataire réside dans le bâtiment 1, le bâtiment 2 ou le bâtiment 3. Donc Exaligne 3, évidemment, ne permet pas d'ajouter l'information. Par contre, il permet de signaler que si elle n'est pas présente, le courrier ne sera pas distribué. Et restitue. Et donc les bons logiciels de RNVP vont restituer 3 propositions avec bâtiment 1, bâtiment 2 et bâtiment 3. Alors ça nous permet de faire un focus également sur le cas du traitement interactif, parce que on a parlé de traitement batch, donc de traitement différé. Le cas interactif, typiquement, permet de lever cette ambiguïté, puisque lorsqu'on va saisir, soit parce qu'on a l'interlocuteur en face de soi, soit parce que c'est l'interlocuteur lui-même, l'internaute, typiquement, qui va saisir son adresse, et on va lui demander de préciser à ce moment-là que c'est peut-être quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire, et là on va lui dire, attention, au sens postal du terme, ton adresse est imprécise ou est incorrecte, et tu dois choisir entre bâtiment 1, bâtiment 2, bâtiment 3. Alors en batch, l'ambiguïté ne pourra évidemment pas être relevée. Par contre, on sera notifié du fait que, en l'état actuel, le courrier ne sera pas distribué. Donc ça a quand même un intérêt. Alors, des illustrations maintenant avec quelques petites vidéos pour montrer le type d'information, comment ça se passe. Là, on vient de parler de cas interactifs. Et donc, dans cette vidéo, on va voir le cas d'une saisie abrégée dans un pavé totalement déstructuré, 31 avenue Général Leclerc. Vous voyez, c'est mal orthographié. Le bâtiment, les tâches sont mal positionnées. On ne met pas le code postal et on va simplement valider. Et l'outil, parce qu'il va pouvoir le faire au travers des référentiels notamment et de son algorithme, a redressé totalement l'adresse avec le complément à la bonne place, et il a bien rapatrié l'ensemble des informations. Ici, sur une adresse à Paris, 5 Voltaire Paris, Voltaire étant avec plusieurs libellés possibles dans 2 arrondissements, on a une popine qui nous permet soit de modifier l'adresse, soit de choisir parmi les 4 propositions qui sont faites dans les 2 arrondissements. Donc en fait, il existe le même libellé de voix avec des types de voix différents. Voilà. Donc là, on vous a présenté un type de saisie. Aujourd'hui, on rencontre d'autres possibilités qui se font notamment au travers d'une seule ligne où on va pouvoir saisir l'intégralité de l'information. Et ici, la particularité Amabis, Guy, c'est de pouvoir saisir des compléments éventuels de l'adresse. En fait, les compléments vont être restitués, c'est le cas qu'on voit. Moi, je suis plutôt partisan de commencer la saisie au numéro dans la voie, et si, par le biais d'Exaligne 3, on dispose de compléments, ceux-ci seront naturellement proposés. Voilà. Donc ici, c'était la résidence des peintres de l'Europe, à Biarritz. Là, on va voir un autre cas avec un lotissement Fabregas. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a constitué la base de toutes les adresses possibles en combinant les différents référentiels dont on vous a parlé précédemment. Voilà. Et donc, sur une saisie qui est complètement d'une ligne, on va pouvoir repositionner, ça c'est notamment pour Stéphanie tout à l'heure qui nous posait les questions, on va redistribuer dans la base de données les bons champs aux bons endroits, puisque ici vous le voyez présenté distinctement après la saisie. Voilà, on voit bien la voie, le bâtiment, la boîte postale, le lieu-dit, le code postal et la localité. Alors, on fait ça également, Guy, à l'international, en particulier au Maroc où on a les mêmes difficultés avec les référentiels que dans un certain nombre d'autres pays en dehors de l'Europe notamment, avec une solution qui permet, on va le voir ici dans cette
illustration, de saisir de façon déstructurée une information. Alors, je crois qu'ici, on a un exemple italien. On espère en tout cas. Via Ferrari, voilà. Alors, je me souvenais que c'était une voiture. Je vois pas moi. Tu le vois toi? Oui. Est-ce que tout le monde le voit? Moi je reste bloqué sur service web. Tout le monde voit la saisie, et voilà. Donc la via Ferrari, voilà. Hein, il y a deux via. Il y a Ettore Ferrari et il y en avait une seconde. Donc voilà. Excuse-moi, je me suis fait. Voilà. Donc on va faire un autre exemple ici en Espagne avec une rue et on a mis 3 ailes à Calais. Voilà, du général. Donc c'est à Madrid. En Espagne. Si, je suis revenu. Alors il faut savoir, j'en profite pour revenir sur les aspects, dernier exemple. Les vidéos passent pas. Ah, les vidéos passent pas chez toi, mais je crois que tu es le seul. C'est pas grave. Voilà, tu es puni. Voilà, une adresse au Canada. Et là aussi, on corrige, on complète, on rajoute les bonnes mentions. Et on distingue le numéro, la voix. Donc on a identifié ces informations séparément pour les reclasser dans la base de données. On a des référentiels pour 298 pays et territoires. Voilà. Alors, ces référentiels n'ont pas la même profondeur pour tout le monde. Évidemment, on ne descend pas au niveau du numéro dans la voie pour tous les pays. Alors, ça va dépendre après du pays. Non, je vais rester politiquement correct. Il y a un lien entre le niveau de développement du pays et la qualité et la richesse du référentiel. Alors, on a développé d'ailleurs au Maroc, avec nos équipes marocaines, des algorithmes spécifiques aussi pour analyser cette information. Et nous serons à Casablanca les 20 et 21 avril au DEFCOM pour présenter ces dernières nouveautés donc en matière de normalisation postale pour lesquelles on a déjà reçu 2 trophées d'or en 2014 et 2015 pour cette RNVP marocaine. Voilà, donc je donne rendez-vous à nos amis marocains les 20 et 21 avril. Alors, quelques éléments budgétaires avant de conclure rapidement, puisque je vois que l'heure tourne. Voilà des aspects de traitement. Donc, on est de l'ordre de 1 centime. 1,5 centime et on vous a mis sur la normalisation postale ici le prix de l'acquisition d'un lead, puisque ces traitements de qualité de données sont à mettre en regard de l'information que vous pouvez acheter par ailleurs. Vous voyez, donc on est dans des proportions somme toute minimes par rapport au coût d'acquisition d'un lead. On vous a mis d'autres éléments de validation d'adresse, que ce soit le téléphone, l'email, ou des aspects d'enrichissement, syrétisation, NAF. Vous aurez ce diaporama à l'issue de la présentation. Vous y retrouverez ces témoignages clients sur la gestion de la qualité de l'information. 2 petits mots sur Amalis avant de passer à la séance de questions-réponses. Nous sommes éditeurs et prestataires sur ces aspects qualité de données depuis l'origine et la création de l'entreprise. C'est ce qui nous distingue un petit peu. Bien sûr, on intervient en termes de conseils, d'audit et de diagnostic. On réalise les prestations, mais on édite également des solutions qui équipent d'ailleurs la plupart de nos collègues sur le marché aujourd'hui. Sur la partie CRM et BI, on fait de l'infogérance de base CRM marketing, on gère les campagnes, on fait de l'analyse descriptive et prédictive de parcours client et tout ça est infogéré. Voilà, donc on est présent dans tous les secteurs d'activité, que ce soit bien sûr le domaine de la banque, de l'assurance. Chronopost utilise même nos adresses pour géocoder et optimiser ses tournées de livraison. Et nous sommes parfaitement dans le timing pour répondre aux autres questions qui
et dire ancien nom, nouveau nom. Les anciennes nouvelles adresses. Je te laisse la voix. J'ai compris la question de Claude. Je ne sais pas répondre en live. On aura les coordonnées de Claude, on pourra lui envoyer un. Oui, bien sûr, Claude, on va vous contacter en mode privé pour répondre à votre question, ou vous pouvez nous laisser par chat votre nom, et oui, on va vous contacter, Claude. Confirmer dans un deuxième temps. Alors, pendant que les autres questions arrivent, je précise que le 7 avril prochain, nous aurons un webinaire sur le data marketing. Donc là, on sera un peu moins fonctionnel et technique que ce webinaire d'aujourd'hui, et on posera les bases de la connaissance client, du traitement de la donnée dans son sens large, pour montrer comment analyser et prédire le comportement d'un client. Alors, le replay, merci Adeline. Le replay sera disponible sitôt après la fin de cette session, et je mettrai en ligne, dès que nous aurons terminé, je mettrai en ligne le PDF de ce PowerPoint. Merci à tous de votre participation et de ces échanges et de ces questions. Non. Alors la ZFU zone franche urbaine, en fait, n'existe plus, hein. On peut répondre encore oralement puisque la salle nous entend. D'accord. Voilà. Donc non, elles sont remplacées par les quartiers prioritaires. Par contre, nous, Amavis continue, on a toujours la capacité à restituer ce type d'informations. Donc on a gardé l'ancien découpage et le nouveau découpage. Donc on fournit simultanément les deux informations si nécessaire. Les ZFU et les CUX si nécessaire. Les contrats urbains de cohésion sociale, les zones de revitalisation urbaine, les zones franches urbaines et les zones urbaines sensibles. Absolument. Voilà les quatre. Voilà. Et les quartiers prioritaires. Donc. Merci à vous. Si un numéro de voix est manquant en entrée, êtes-vous capable de l'enrichir? Oui, dans la mesure où en fait, ça supposerait qu'au niveau d'Exaligne 3, on n'ait qu'un seul complément de distribution, et encore, on ne le ferait pas à travers la normalisation postale. Le plus sûr moyen, ce serait plutôt à partir on est annuaris, on dispose d'une base annuaire d'un peu plus de 30 millions de numéros de téléphone, voilà. Et ce serait plus à partir de cette information qu'on pourrait faire ça. Alors il faut savoir que c'est pas parce qu'il n'y a pas de numéro dans l'adresse, toutes les voies ne sont pas numérotées. Alors on précise également que les référentiels postaux ne sont absolument pas nominatifs. Absolument. Donc on n'a pas la possibilité, contrairement à d'autres référentiels comme Charade qui nous permet de traiter les déménagements, et bien de faire du rapprochement bien évidemment puisque c'est nominatif. Le SNA propose deux gammes, effectivement une gamme géographique qui n'est pas nominative et une gamme nominative qui permet de traiter les changements d'adresse. On a peu parlé des changements d'adresse, mais c'est bien évidemment un axe essentiel de mise à jour des données. Sur la dernière question de Claude pour savoir quel coût demandait-il. Le coût de la normalisation postale, on est de l'ordre de 1 centime à l'adresse. Quand on parle au 1000, on est aux alentours, alors ça dépend si on est en interactif ou en traitement différé, mais ça va de... le coût d'enrichissement du numéro, ça va être un coût en fait d'enrichissement téléphonique. Là on est de l'ordre de, ça dépend des volumétries, mais c'est de l'ordre de 20 euros, une vingtaine d'euros du 1000. De voix. Le coût de l'enrichissement. Ça suppose que, en fait, vous souhaitez enrichir des adresses du numéro de la voie. Ah, le numéro de la voie, oui, c'est ça. C'est ce qu'on avait compris. On n'a pas de prestation qui fait ça, donc c'est ce que je vous disais, on s'appuierait sur la base annuaire. Alors après, est-ce que si vous n'êtes pas intéressé par le numéro de téléphone,
on peut réfléchir à une tarification particulière. Mais votre adresse est nominative, Claude. Et il manque juste le numéro dans la voie. Alors déjà, on pourrait faire un premier traitement qui vise à identifier parmi vos adresses celles pour lesquelles il existe véritablement des numéros, puisque toutes les voies ne sont pas numérotées. Et après, pour celles-là, effectivement, on pourrait confronter, dans la mesure où vos adresses sont nominatives, l'adresse à la base annuaire. Je pense qu'on a dû répondre à la question de Claude. Ça répond à votre question, Claude? Ce sont les coûts que tu lui as annoncés. Bien, écoutez, merci de votre attention. S'il n'y a plus de questions, Nous allons en rester là. Et nous vous donnons rendez-vous donc le 7 avril. Alors, Jean-Marc, merci. Merci Frédéric. Merci Claude. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. Merci aux autres aussi. Les contacts mails possibles, oui, bien sûr. Alors, vous avez nos coordonnées. Hein. Vous avez notre site web amavis.com. Vous avez les coordonnées téléphoniques 45 36 45 00. Merci Raymond. Donc, vous pouvez nous appeler, bien évidemment, ou nous contacter via le formulaire du site web. Donc, à très bientôt, tout du moins au 7 pour le prochain webinaire, sur notre blog du data management sur le site amavis.com, sur la chaîne Webikeo également, et puis vous avez la possibilité de revoir ce webinaire et de télécharger d'ici quelques instants le diaporama. Merci à tous. Merci.